Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui ici. Ma voix est moins ravie d'être aujourd'hui ici. Je pense que dans la vie, dans un conférencier, il y a deux cauchemars. Perdre sa voix, c'est fait. Changer ses slides le jour d'avant ou le jour même, c'est fait aussi. Voilà. Aujourd'hui, je suis venue vous présenter cette conférence. Pas de manager, pas de réunion, pas de problème. Alors, j'ai rajouté une petite note qui dit « ou presque ». On va voir qu'il y a des nuances, bien sûr. Je m'appelle Sophia Lescano-Carol. Je travaille pour la société Alan. Je suis développeuse. J'habite à Madrid et je suis argentine et espagnole. Donc, vous allez voir que de temps en temps, je perds un peu mon français. Puis en plus, je travaille en anglais, alors ça ne m'aide pas spécialement. La marmotte, et oui, c'est une marmotte que vous voyez à l'écran. C'est notre mascotte et vous allez la voir tout au long des slides. Et vous l'avez ici en peluche. Je vous encourage à penser aux meilleures questions pour ensuite pouvoir remporter une marmotte. J'ai aussi plein de stickers de toute façon, ce sera avec plaisir. Avant de commencer, j'aimerais savoir s'il y a des managers dans la salle. Ah merde. Eh ben, je suis désolée. Vous êtes toujours à temps de partir, mais restez, ça va être intéressant. Parmi vous, à main levée, est-ce que vous avez déjà dit ou entendu « j'ai trop de meetings » ? Ouais, ben on le connaît. Et est-ce que, par exemple, ce mois-ci, vous avez été au moins dans une réunion que vous avez trouvée non utile ? Ok, bon, je comprends pourquoi vous êtes venus et je comprends ce que vous ressentez. Parfois, on peut se retrouver en réunion en se disant « mais attends, mais pourquoi je suis là ?» J'en connais même qui se sont endormis en réunion. Alors, on peut se demander si c'était la meilleure utilisation de leur temps. Laissez-moi vous raconter une histoire, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez tous levé la main pour dire que vous avez trouvé qu'il y a des réunions qui sont inutiles. Mais est-ce que vous êtes déjà parti d'une réunion ? Alors moi, je l'ai fait. Et je pense que c'est une représentation assez claire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors il faut comprendre que c'était avant Covid, que c'était en physique, qu'on allait tout le temps au bureau, et que pendant une réunion, je me suis levée et je suis partie. Alors, j'ai dit que j'allais partir, mais c'est vrai que c'était assez maladroit, que les personnes étaient complètement choquées, que personne n'a compris, ils pensaient que j'étais fâchée et qu'on en parle encore. Je pense que ça fait au moins 6 ans. À l'époque, ça a été baptisé « faire une Sophia ». Je sais qu'il y a des gens qui appellent ça la technique des 2 pieds. Quand même, je n'ai jamais re-entendu personne partir d'une réunion. Et pourtant, tout à l'heure, vous avez dit que vous trouvez que vous êtes dans des réunions où vous n'apportez pas des choses. Donc, pourquoi on est en train de faire ça ? Alors l'histoire derrière ça, c'est qu'à l'époque, j'avais un manager qui nous avait déjà dit qu'il fallait absolument pas aller dans des réunions qui ne nous concernaient pas. Et en parallèle, en fait, j'avais une PO qui était un peu facile sur les réunions. Dès qu'il fallait discuter de quelque chose, il se disait « Oh ouais, on va faire une réunion et on va à peu près inviter tout le monde ici ». Donc je me suis retrouvée pour une deuxième fois dans la situation où je trouvais que j'étais dans une réunion où je ne devais pas être et qu'en plus, j'allais me faire engueuler par mon manager. Ben, en fait, j'ai pris la décision de partir. L'histoire est qu'on sait que les managers, les meetings, c'est l'organisation la plus commune. Mais la question c'est, est-ce que c'est la plus efficace ? Mais aussi, finalement, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une alternative ? Moi, je crois dans les alternatives. Je pense qu'aucun modèle n'est parfait. Et je pense qu'il est intéressant de se questionner les façons dont on travaille. Je travaille dans la société Alan. À main levée, est-ce que quelqu'un est assuré par Alan ? Yes. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup ce qu'on fait. Alan, c'est une assurance santé qui prévient, assure et vous accompagne tous les jours. Alors, je n'essaye pas de vous faire la publicité d'Alan, même si c'est trop cool. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui se fait dans une société qui a 10 ans de trajectoire, qui a plus de 700 employés, qui participe dans 4 pays, c'est-à-dire avec des cultures différentes, et dans laquelle nous avons plus de 160 ingénieurs.
Et mon discours va se baser un peu plus sur les ingénieurs, mais il faut savoir que le modèle s'applique à toutes les parties de l'entreprise, c'est-à-dire les ventes, la communication, le marketing, les PO, vraiment à tout le monde, au CEO et au CTO, ce qui je trouve d'autant plus intéressant. Chez Alan, nous avons une culture forte et les gens nous connaissent pour ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on écrit dans les murs ou dans des t-shirts, c'est vraiment quelque chose avec qui on vit tous les jours. Et je pense que le mot le plus important de notre culture, c'est la confiance. Elle est basée sur la confiance. On fait une énorme sélection à l'entrée. Et donc, au moment où quelqu'un rentre, on décide de lui faire confiance. Cette culture est très reliée à pourquoi nous n'avons pas de manager et de réunion. Je ne vais pas vous dire, rentrez chez vous et dites « ouais, plus de manager, plus de réunion ». Non, en fait, évidemment, il y a des choses qui vont avec et qui font un tout et qui permettent ce type d'organisation. Donc d'un côté, on a ce qu'on appelle la communication asynchrone et écrite. Toutes les communications sont faites à l'écrit et de manière asynchrone. D'un autre côté, nous avons la transparence radicale. Et quand on dit transparence radicale, les mots sont pesés. Radical, c'est pas anodin. Par exemple, je peux vous dire que nous avons 0 channel privé sur Slack. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où le channel de team, par exemple, était privé et potentiellement, on avait un channel public qui allait pour discuter avec des autres. La question, c'est pourquoi on doit avoir des conversations qu'on ne veut pas que les autres puissent lire? Pourquoi on ne peut pas tous vraiment collaborer au sein de l'entreprise? Et ce qui est super intéressant, c'est vraiment que nous avons des stats et que le CEO et le CTO vont suivre cette même logique. Toutes les communications sont faites en public. Je sais que ce n'est pas évident de comprendre. Je vais vous montrer un exemple. Donc bon, j'ai un channel de team, ça c'est normal. Bon, j'écris ma vie. J'ai un channel, par exemple, d'ingénieur. Si je veux parler avec un autre ingénieur, mais que ce n'est pas forcément relié avec ce qu'il fait dans sa team, c'est juste peut-être une question sur du code, je peux aller dans le channel ingénierie. Ce qui est encore peut-être plus bizarre, en tout cas, moi, ça m'a semblé étrange quand je suis rentrée, c'est il y a un channel pour demander un café à quelqu'un. Ça veut dire que si j'ai envie de me réunir avec quelqu'un pour juste prendre un café, prendre de ses nouvelles, le rencontrer, je vais le faire sur un channel public. Je ne vais pas sauter de façon immédiate sur un message privé. Et bien évidemment, on a par exemple un channel pour parler de nos petits chats que j'adore, et je ne pouvais pas ne pas les montrer. Alors, tout, et quand je vous dis tout, c'est tout, est transparent à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on parle des décisions stratégiques, on parle des feedbacks, tout ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Vraiment, absolument rien n'est privé. D'un autre côté, on essaye de pratiquer une grande transparence à l'extérieur aussi. Nos salaires sont publics, non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Vous pouvez aller les consulter sur la page. Et d'un autre part, par exemple, tous les quarters, on publie la lettre aux actionnaires. C'est vraiment une démarche globale et fondamentale qui est un pilier de l'entreprise. D'un autre côté, nous avons ce qu'on appelle la responsabilité partagée. Ça veut dire que tout le monde dans l'entreprise peut prendre des décisions. On va voir comment on prend des décisions, et c'est évident que selon l'envergure de la décision, ça va être prise de façon différente, mais même un stagiaire, il prend des décisions. Tout le monde a du pouvoir et a une voix dans l'entreprise. Et d'un autre côté, quelque chose qui est très important et qui est très relié à la communication asynchrone, c'est qu'on est très flexible sur comment on veut s'organiser pour travailler. Ça veut dire qu'on va pouvoir adapter nos horaires de travail. Et c'est pour ça aussi qu'on va travailler en asynchrone, d'autant plus que maintenant, nous sommes présents au Canada et les horaires sont très différents. Alors, vous êtes venus pour ça, hein? J'ai dit qu'il n'y avait pas de manager. C'est vrai. Et il y a un tantinet qui pourrait dire « ouais, ça c'est un peu manager », mais c'est vrai, et c'est la philosophie même de l'entreprise. Et ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est qu'on n'a pas de manager traditionnel. La question serait de se poser pourquoi. Eh bien en fait, on pense que les managers font que la prise de décision prend plus de temps. Parce que généralement, en fait, on est en train d'attendre que quelqu'un approuve ce qu'on a envie de faire. L'idée, en fait, c'est de se poser la question
ce que j'ai envie de faire, à quel point c'est réversible, combien de personnes ça impacte, et à partir de là, prendre la décision au plus vite. D'un autre côté, nous avons la transparence radicale et l'ownership distribué, ce qui va nous permettre d'avoir toutes les informations dont on a besoin pour prendre cette décision. C'est-à-dire, par exemple, si je veux lancer une nouvelle feature, en fait, j'ai toutes les informations sur la stratégie de l'entreprise, sur les chiffres, sur les utilisateurs, leur comportement, et ça veut dire que je peux prendre une décision qui est informée. Et au global, en fait, c'est un biais envers l'action, prendre des décisions. La question au moment de se dire on va supprimer les managers serait de se dire ok, mais quelles sont les responsabilités? Parce qu'il est bien évident que le manager, a priori, pas sûr, il faisait des choses, et à ce moment-là, il faudrait le remplacer par une autre stratégie. J'ai demandé à Gemini qu'est-ce qu'il en pensait de c'est quoi les responsabilités d'un manager. Et dans l'idée, souvent, on divise ça en 3 piliers. Les gens, le produit et les process. Dans les gens, on va par exemple retrouver le côté croissance personnelle des personnes, les performance review, vérifier que quelqu'un fait bien son travail, choisir les personnes pour l'équipe, s'assurer de la santé psychologique. D'un autre côté, il y a tout le côté delivery, le produit, le leadership technique, vérifier finalement qu'est-ce qui est fait et comment c'est fait. Et d'un autre côté, c'est vraiment comment l'équipe s'organise, quelles sont les pratiques Scrum, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a une crise, il faut le résoudre. Normalement, c'est ça dont va s'occuper un manager. Donc, comment nous sommes organisés? La vérité, c'est que moi, je travaille dans une équipe qui est purement technique. On n'a pas vraiment de designer ou de PM, parce qu'on travaille autour des paiements et qu'on fait que du back-end. Mais en général, en fait, on s'organise ce qu'on appelle des crews. Finalement, nos équipes, c'est des crews. Et à l'intérieur d'une crew, on va avoir entre 3 et 5 ingénieurs avec un crew lead. Comme vous pouvez voir, le crew lead, c'est un ingénieur, on va en venir, un product manager et un designer. Ça me rappelle un peu la conférence qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur l'idée que les équipes petites sont celles qui fonctionnent bien. Donc, comment ça marche? L'idée, c'est qu'un Alaner, c'est comme ça qu'on s'appelle nous-mêmes, est un peu entouré d'un crew lead, d'un coach et d'autres Alaners. Et tout ça, en fait, le coach, il va être à l'extérieur de la team, alors que les autres Alaners, ils sont soit dans la team ou en dehors, et que le crew lead, il est à l'intérieur. Donc le crew lead, il va assurer tout ce qui est opérationnel. Les Alaners, ils vont venir apporter les éléments de revue de performance, et le coach, il va s'assurer de la partie croissance personnelle. Comment ça marche concrètement? Donc chaque Alaner, c'est un contributeur individuel. Tout le monde contribue. Peu importe où on est dans les échelons quelque part. Et l'idée, en fait, c'est que chaque Alaner ait son propre tech lead. Chaque Alaner va prendre des décisions. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne fait pas de chiffrage, on ne fait pas de forecast planning. En fait, on a une roadmap, une vision et des plans. Et à une personne, on va associer un projet. Par exemple, moi, j'avais un projet qui tournait autour de Revolut. Et l'idée, c'est que je suis complètement autonome pour définir la stratégie qui va me permettre d'arriver à mon but, découper mes tâches, les réaliser et faire du reporting. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. Ce qui veut dire que quelqu'un qui potentiellement est stagiaire, en fait, il va avoir un projet qui est plus petit, et quelqu'un qui a beaucoup d'expérience va avoir un projet beaucoup plus ambigu et beaucoup plus grand. Mais tout le monde va prendre des décisions à l'intérieur de l'entreprise et faire des choses. Tout le monde doit partager du feedback aux autres collègues, et c'est vraiment plutôt les Alaners qui vont jouer le rôle de performance review. C'est pas un manager qui va décider comment est en train de performer quelqu'un, c'est à travers différents points de vue de différentes personnes qui ont collaboré avec cette personne qu'on va voir son impact. Moi, je sais que j'ai travaillé dans des entreprises où on m'a jamais, mais jamais demandé du feedback sur mes collègues. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un, a priori, décidait si quelqu'un méritait ou pas une promotion. Quand je vous disais que chacun va décider de ses propres objectifs, en fait, on a une organisation assez unique. Il y a quelque chose qu'on appelle les SFA, où en fait, toutes les semaines,
les mardis, on communique à l'entièreté de l'entreprise qu'est-ce qu'on a fait et quels sont nos objectifs. Quelle est l'idée? En fait, tout le monde ne lit pas les updates de tout le monde, mais on peut choisir de qui on va lire les updates. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'intéresse à que fait le leader d'ingénierie et à que font mes collègues et à que fait mon coach. Et c'est divisé en 3 parties. Je vais prendre du recul sur les choses qui se sont bien passées cette semaine, sur les choses qui se sont moins bien passées, et réfléchir à quels sont mes objectifs pour la semaine prochaine. L'idée est que si je n'ai pas des objectifs, il y a un problème. Si j'ai trop d'objectifs, aussi il y a un problème. J'ai besoin de prioriser et de savoir sur quoi je vais occuper mon temps. Et d'autres personnes vont pouvoir venir apporter du feedback en disant j'ai l'impression que ta priorité c'est ça, alors que c'est pas du tout aligné avec le projet. Mais vraiment, chacun va choisir ses priorités et qu'est-ce qu'il fait. À côté de ça, nous avons le crew lead. Donc juste pour rappeler que le crew lead, c'est un Alaner et donc c'est un contributeur individuel. On n'a pas quelqu'un qui fait juste de la gestion de projet. Non, c'est un dev, comme les autres, qui a une petite portion de son temps qui est dédiée à s'assurer que l'équipe est en train de suivre la vision qui a été pensée pour l'équipe, qui va organiser et planifier le quarter et la roadmap de l'année, qui est responsable des résultats qui sont fournis. Et là vient la chose que je trouve fantastique et assez importante, c'est que c'est un rôle que n'importe qui peut prendre et laisser. C'est pas une promotion, c'est un rôle, en fait on est tous ingénieurs, mais c'est un rôle et on va y revenir. Le coach, c'est un peu pareil, c'est pour ça que j'ai joué avec les casquettes. Donc c'est la casquette de coach, pareil, c'est un contributeur individuel. Il va s'assurer que la personne comprend et véhicule la culture de l'entreprise, contribuer à sa croissance personnelle. L'idée, c'est que quelqu'un peut coacher quelqu'un qui a moins d'expérience. On ne peut pas coacher, l'inverse n'aurait pas trop de sens. Mais il n'y a pas de hiérarchie. Le coach, déjà, il ne décide pas sur mon salaire parce que le salaire est public et il y a des grilles. Mais d'un autre côté, il ne peut pas me virer. Il n'y a pas du tout de relation de hiérarchie entre nous. Et c'est un rôle pareil que tout le monde peut prendre ou laisser. Donc ça ressemble à ça. Là vient la petite chose où je vous ai dit, oui, on a des managers. Alors, on a un rôle de député qui n'est pas un manager, ou vraiment pas un manager traditionnel, mais dans la tête de quelques personnes, ça pourrait y ressembler. Quelle est l'idée? C'est que c'est évident, on a beaucoup grandi, et au bout d'un moment, potentiellement, on atteint les limites de l'organisation que nous avons, mais à ce moment-là, en fait, on est constamment en train d'évoluer et d'apporter des améliorations. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a plusieurs crews qui vont être englobés dans une area. Donc à ce moment-là, arrive le rôle de député. Et le rôle de député, encore, ce serait potentiellement ce qu'on pourrait appeler un manager hands-on. Et encore, sincèrement, c'est pas pareil. Mais il va leader la vision technique de l'area à son global. Il va s'occuper des embauches. Et en fait, c'est la seule personne qu'à un moment donné peut se dire il faut qu'on prenne une décision sur cette personne si jamais il y a des problèmes avec l'équipe ou ça se passe mal. J'adore cette phrase, je la trouve hyper puissante, qui dit que les personnes s'éloignent de leur manager, pas d'une compagnie. Et je pense aussi qu'on est hyper influencé par ce qui se passe dans notre équipe par rapport à la sensation qu'on a de la valeur d'une entreprise. Et donc, je ne vais pas aller dire que parce qu'on n'a pas de manager, les gens ne partent pas. Par contre, ce que je trouve hyper intéressant pour moi, c'est la relation que je peux avoir avec quelqu'un quand il s'agit d'avoir un coaching personnel et penser à ma croissance. Et à ce moment-là, j'ai un coach que je peux choisir. Et pour moi, c'est un différenciateur clé. En fait, quand est venu le moment de choisir mon coach, je me suis dit, je veux que ce soit une femme, je veux que ce soit un rôle modèle, que je puisse suivre. Et j'ai détaillé les choses que je pensais qui étaient mes faiblesses et mes qualités pour essayer de trouver quelqu'un qui pense que justement peut m'aider dans ce rôle. Vraiment, j'ai rencontré plein de managers qui malheureusement n'étaient pas qualifiés et avoir des personnes en fait qui sont entraînées, parce qu'on les entraîne, et qui sont alignées avec ce dont on a besoin, c'est hyper important. Le coach, il va apporter un point de vue externe, parce qu'il n'est pas dans mon équipe. Donc pour moi, c'est plus une safe zone où je peux parler plus ouvertement de ce qui est en train de se passer dans mon équipe, et à la fois qui me donne ce point de vue externe qui m'aide énormément à comprendre les situations.
Et les coachs sont changés au fur et à mesure du temps. C'est normal, on peut passer 5 ans dans l'entreprise et nos besoins ont changé. Et c'est vital de temps en temps changer de coach. Et ce qui est fondamental sur comment on est organisé, c'est qu'on embauche des personnes et pas des rôles. On embauche des ingénieurs. Et l'idée, en fait, c'est que la progression de carrière n'est pas basée sur le rôle, la position qu'on a, mais sur l'impact qu'on a. Et en fait, il y a différentes façons de générer de l'impact. Quelqu'un peut être excellent à coacher d'autres personnes, et donc il est contributeur individuel, et peut-être qu'il a 4 ou 5 personnes qu'il coach. Peut-être que quelqu'un a des excellentes qualités de leadership, et donc c'est plutôt ça sur quoi il est focus. Et peut-être qu'une personne est excellente techniquement, que le leadership et la croissance personnelle, c'est pas son truc, et il peut choisir de se dédier à ça, et ça ne va pas l'empêcher de progresser en fait, parce qu'on va mesurer l'impact, c'est-à-dire est-ce que j'ai de l'impact que sur mes collègues de mon équipe, est-ce que j'ai de l'impact sur l'ARIA, est-ce que je gère des projets qui sont très importants, très ambigus, et c'est comme ça qu'on va le mesurer. Alors, on n'a pas de réunion, si on a des réunions. Alors, c'est pas exactement ça. L'idée, en fait, c'est qu'on n'a pas de réunion par défaut. On a besoin de discuter de quelque chose, bah, très bien, on envoie un message et on va en discuter. Si vraiment on se dit, attends, là, je comprends rien, bah, on va pouvoir générer une réunion. Mais globalement, on n'a pas de réunion. Ce qu'il faut se dire, c'est que les réunions ont souvent un coût qu'on néglige, en fait. On se dit, on va faire une réunion, on invite tout le monde, ouais, c'est super. Et en fait, la moitié des personnes n'avaient pas besoin d'être là. Et finalement, généralement, il y a le coût de nos salaires en fait, qui est hyper important pour l'organisation. Donc comment ça se passe? Les délits sont asynchrones, à l'écrit. Comme je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui est un peu reporting, objectif, tout est fait à l'écrit avec les effets. Les rétrospectives de quarter et d'équipe sont faites à l'écrit. Nous avons quelque chose qu'on appelle le Company Pulse, qui est un document qui, à partir de ce que l'équipe a fait pendant toute la semaine, va faire un broadcast général de ce qui s'est passé complètement dans l'entreprise et qui est censé être quelque chose qu'on peut lire en 15 minutes pour savoir ce qui s'est passé à peu près dans toutes les équipes. Et nous avons en particulier pour l'ingénierie une gazette d'ingénierie qui va parler de sujets plus précis pour nous. Voici un exemple tout simplement de comment on fait un délit en asynchrone. Alors je suis consciente que, par exemple, on demande aux gens de dire à quel point ils souffrent de la pression en ce moment précis. C'est pas pareil que voir la tête des gens. Parfois, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien et le disent pas. Mais là vient aussi le côté où on sait qui on embauche, et on embauche ces personnes qui ont particulièrement beaucoup de qualités de soft skills et qui, en fait, il faut dire les choses. C'est aussi simple que ça. Nous avons j'ai juste 2 meetings qui sont récurrents et qui sont là parce qu'ils ont tous leur sens. C'est qu'une fois par semaine, on se réunit 30 minutes avec l'équipe pour discuter de ce qui s'est bien passé, mal passé et quels sont les objectifs pour la semaine prochaine. Et je vois mon coach en direct pour pouvoir discuter des potentiels problèmes ou des choses que je veux améliorer comme contributeur. Alors de temps en temps, on a d'autres meetings parce que c'est pas grave de faire des meetings tant qu'ils ont un sens. Si je veux rencontrer quelqu'un, prendre un café, bah oui, bien sûr. Je vais pas vous dire non, vous pouvez pas. Mais si, on promeut le lien social. D'ailleurs, on fait souvent des on-site et des off-site pour se voir. Et par exemple, il est très habituel de se réunir avec quelqu'un pour faire du pair programming, qui va permettre aussi de partager du savoir et de grandir le lien dans l'équipe. Mais l'idée, en fait, c'est que si j'ai une question technique, je vais l'écrire. Et parfois même, ça vous est arrivé sans doute, en l'écrivant, je vais trouver moi-même la réponse. Ou potentiellement, je vais l'écrire et ensuite, ça va permettre à quelqu'un de retrouver cette réponse et ça va l'aider dans le futur. Parce que comme tout est public, c'est très facile de le rechercher. Même si c'est dans mon channel de team, peu importe le channel, je peux retrouver l'information. Donc c'est un peu comme les photos, les décisions, si tu ne l'as pas écrite, ça n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'on pense qui est bon des décisions qui sont écrites? C'est qu'elles sont très compatibles avec le remote et le travail flexible, que les idées
elle gagne en mérite et pas dans la personne qui est la meilleure à parler à l'oral ou d'interrompre dans une réunion, qu'on peut retrouver l'historique de toutes les décisions qui ont été faites pendant toute l'histoire de l'entreprise, et qu'à l'ère de l'IA, sachant que tout est ouvert, c'est très facilement recherchable. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, l'idée, c'est de se dire, OK, mais où est-ce que je veux discuter cette décision? En fait, ça va dépendre de l'impact. Est-ce que ça a un impact sur moi, sur mon équipe, sur toute l'entreprise, et de la réversibilité de la décision. Si c'est une décision qui n'a pas beaucoup de risques, ça impacte moins, je peux juste prendre ma décision et voilà, je n'ai pas besoin d'en parler à tout le monde ou de demander de l'approbation. Si quelque chose qui va impacter mon équipe, selon sa réversibilité, je peux poser la question sur Slack et prendre une décision de façon très simple, comme ça. Par contre, si c'est quelque chose de plus consistant, en fait, on va faire ça sur des GitHub Discussions. Et je sais, c'est étrange, mais ça marche. Voilà. Comment ça se passe concrètement? Je voulais vous dire qu'en fait, il se peut qu'on commence une discussion sur Slack et qu'on se dise il faut passer à une discussion GitHub. Ce qui s'est passé ici, c'est que moi, je me demandais, justement, parce que j'allais venir en conférence, de se dire quels sont les guidelines, à quoi j'ai droit. Et donc, quelqu'un me répond et en fait, il se rend compte que les implications de cette décision vont plus loin que juste moi un jour. Et donc, on se dit, OK, non, mais cette discussion, elle doit être transposée à une discussion GitHub. Comment ça marche? L'idée, c'est d'être très clair. C'est un peu la même idée qu'une réunion, c'est-à-dire on veut savoir quel est le scope sur lequel on est en train de parler, quelle est la timeline à laquelle on veut prendre une décision, qui est concerné. On veut venir avec des propositions et potentiellement des questions qui restent ouvertes. Mais l'idée, c'est vraiment de venir avec une proposition, voire même plusieurs propositions. Je vous disais que l'impact des réunions peut être très coûteux. Et l'idée, c'est qu'on monitorise aussi l'impact des discussions écrites. Parce que si dans une discussion écrite, on implique tout le monde, finalement, on va tomber juste dans les mêmes travers qu'avant et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc on a un bot, puisque les salaires sont publics, qui va calculer sur une base de se dire, je sais à peu près que pour répondre à une discussion, mettons, ça va prendre 3 heures par personne. OK, donc l'impact de cette discussion coûte 500 €. C'est juste un exemple, mais l'idée, c'est de garder l'idée, quand je vais ouvrir une discussion, que je ne peux pas constamment inviter tout le monde, que ça n'a pas d'intérêt. Je vous laisse un exemple très concret. En fait, on avait organisé une espèce de mini-conférence à l'intérieur de l'entreprise qui s'appelle Show and Tell, et il y avait des décisions à prendre sur le format et comment ça allait se passer. Donc la personne, elle met la discussion, elle dit voilà, ce que je veux faire, c'est décider du format, voici la timeline dans laquelle il faut le résoudre, et par exemple, elle me demande mon avis parce que je suis intéressée par les conférences. À ce moment-là, il vient avec des propositions très concrètes. Il avait 2 propositions, il dit on peut faire des slots de 40 minutes, on peut faire des petits slots au milieu. Là, les personnes vont venir contribuer. Moi, par exemple, je disais, attends, mais les gens, c'est hyper important de mettre des pauses, des quiz, des trucs dynamiques, parce que sinon, ils sont morts au milieu de la conférence. Et donc, au bout d'un moment, avec les inputs de chaque personne, il va arriver une conclusion. C'est la personne qui a ouvert la discussion qui prend une décision. Elle n'est pas forcément obligée d'être d'accord avec tout ce qui est dit. Le CEO, dans un entretien, il dit « on n'est pas une démocratie ». En fait, on donne l'opportunité à tout le monde de donner son avis, mais finalement, il y a quelqu'un qui prend une décision et ce n'est pas forcément un vote général de tout ce qui a été dit. D'autres exemples curieux, donc, par exemple, quelqu'un qui allait partir en congé parental, qui se dit « Ok, comment on va s'organiser pendant que je ne suis pas là? Qui est responsable de quelle partie ?» Par exemple, donc moi j'habite à Madrid, on allait changer de bureau, OK, qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour changer de bureau? Non seulement, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand j'ai commencé à travailler chez Alan, j'ai fait OK, mais pourquoi on a ces bureaux? Ah d'accord, parce qu'en fait, avant on avait ça, et les gens ils trouvaient que ça c'était le point important, et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, l'idée c'est que les décisions GitHub sont vraiment pour toute l'entreprise, sur des sujets très variés. Ensuite, une fois qu'on a pris une décision, en fait, il faut la partager. Et à ce moment-là, il y a différents canaux selon l'importance de la décision. Donc ça peut être dans le SFA, ça peut être juste dans le Crew Weekly, ou ça peut être dans le Company Pulse.
Alors, est-ce que nous n'avons pas de problème? Sincèrement, je pense qu'on a autant ou moins de problèmes que la plupart des organisations. Enfin, toutes les organisations ont ces travers. Et ce que j'aimerais faire ici maintenant, c'est vous partager de façon très transparente les problèmes ou les limites que je vois finalement à notre organisation. En fait, parce qu'il y a plein de choses qu'on a appris pendant tout ce temps. Alors, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et c'est pas grave. Nous avons 700 personnes qui travaillent tous les jours avec ce modèle, mais ils demandent énormément d'autonomie, de conscience sur soi, de communication. Et il y a des gens qui veulent juste faire du code et parler à personne, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Quelque chose qu'on a appris. Donc, il est difficile parfois de faire un onboarding. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous rentrez dans une entreprise, donc non seulement il faut comprendre tout le métier qui est complexe, mais il faut comprendre comment on travaille. Et ça demande de l'énergie, et c'est un exercice. Il faut savoir naviguer l'ambiguïté. En fait, personne ne va vous dire exactement qu'est-ce que vous devez faire et quand vous devez le faire. Donc, il faut être autonome, prendre du recul sur soi et prendre des décisions. Écrire les choses, c'est pas forcément fait pour tout le monde, même si je pense que c'est un excellent exercice. Il faut savoir ne pas prendre personnellement ce que quelqu'un écrit. Il y a différentes cultures, il y a différentes façons d'écrire. Il faut toujours penser qu'il y a la meilleure intention de la personne qui est en train d'écrire. Mais c'est demandant. Et aussi, c'est clair qu'évidemment, on est sur beaucoup de lectures quand tout est fait à l'écrit. Et on pourrait se dire que potentiellement, il y a moins d'interaction sociale si, au lieu de faire des réunions, on le fait à l'écrit, on se voit un peu moins. Il y a potentiellement un overload d'informations, parce que quand tous les channels sont publics et tout est public, si vous êtes curieux comme moi, vous pouvez finir par passer votre journée à lire des trucs qui ne sont pas forcément reliés à votre travail. Alors vous pouvez y trouver de l'intérêt, parce que parfois c'est hyper intéressant. Moi, je travaille sur une équipe qui travaille pour les autres ingénieurs, et je dois un peu essayer d'être au courant de ce que les autres équipes font. Donc ça peut être très intéressant, mais ça peut être très facilement un trou. Il faut savoir choisir. Il faut être capable de donner et recevoir du feedback direct. Quand il s'agit de le recevoir, en fait, on a un coach qui peut nous accompagner. Et la règle d'or, c'est je lis le feedback. S'il m'a provoqué quelque chose, je le laisse de côté et je reviens un nouveau jour et je le relis. On sait qu'en fait, quand on lit le feedback, s'il est positif ou négatif, ça peut provoquer des émotions. Et on a peut-être besoin d'un certain temps pour le digérer et c'est OK. Et il faut aussi être capable de donner du direct feedback à d'autres personnes, que ce soit du praise. Du praise, c'est facile. Quand je dis à mon collègue, c'est trop cool ce que tu fais, c'est facile. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui oublient de dire aux autres ce qu'ils font bien. Quand c'est quelque chose qu'on aimerait que la personne améliore, ça peut être plus difficile. Et ensuite, le côté des casquettes du coach et du lead. En fait, je vous disais tout à l'heure que j'avais choisi mon coach. Au moment où j'ai dit à quelqu'un que je voulais un coach femme et ingénieur, je peux vous dire que les possibilités étaient réduites. Donc, c'est pas forcément évident de trouver le bon matching et ça peut prendre un certain temps. Puis même, il faut voir quels sont les coachs qui sont disponibles. Est-ce qu'ils n'ont pas trop de personnes? Aller négocier, discuter, rencontrer la personne. Et d'un autre côté, chaque équipe a besoin de quelqu'un qui a envie de la lidérer. Et moi, ça m'est arrivé un peu dans mon équipe de se retrouver avec 2 personnes qui étaient plutôt nouvelles et une personne qui avait pas cet appétit pour le leadership. Et en fait, on est un peu coincé parce qu'il faut quand même que quelqu'un lidère l'équipe. Donc, il faut réussir à trouver un bon équilibre des équipes pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse la lidérer et qui se fasse plaisir là-dessus. Je pense que... Je ne sais pas combien de temps il reste. Je pense que notre façon de travailler est extrêmement liée à nos valeurs et que c'est super important et que c'est pour ça que vous ne pouvez pas juste aller dans votre entreprise et dire « ouais, on va tout supprimer ». Par contre, je pense qu'il y a des choses qui potentiellement peuvent vous faire réfléchir ou que vous pouvez partir avec. Et je vous donne quelques conseils ou idées. J'espère que ça pourra vous faire réfléchir. D'un côté, moi je suis convaincue qu'il y a beaucoup de réunions qui peuvent se remplacer par un document ou par une conversation écrite. Surtout quand je pense je saute tout de suite dans un call parce que j'ai un problème avec une partie du code. Quand j'écris le problème que j'ai, généralement je trouve la solution toute seule, ou même ça, au moins ça me demande la démarche de me dire
Ok, je dois expliquer ça à une autre personne. Qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que j'ai pas testé? Moi, généralement, ça me donne des idées. Je fais, ah zut, j'ai pas testé ça. Donc, vraiment, un conseil que je vous donne. D'un autre côté, je trouve que l'information, c'est le pouvoir. Et vous le savez sans doute, à chaque fois que vous voulez plutôt cacher une information ou la partager qu'avec une personne, est-ce que cette information ne pourrait pas être partagée de façon plus globale et de façon publique? Moi, j'ai fait la guerre pendant trop longtemps aux conversations privées, quand quelqu'un disait « Ah non, mais on a parlé de ça hier !» Ou vraiment, je vous conseille de parler plutôt des choses de façon publique, que tout le monde puisse avoir accès à l'information. Ça va leur permettre de prendre des meilleures décisions. Séparer l'opérationnel du développement personnel, c'est quelque chose qu'il y a des entreprises qui le font déjà, et je trouve ça génial. Je trouve que c'est hyper important. Et je trouve ça hyper important aussi de progresser dans ma carrière. Ça ne veut pas devenir manager. Sincèrement, je pense que je ne vais jamais devenir manager. Et si je devais arrêter ma carrière parce que je ne peux pas progresser, sinon ce serait vraiment triste. Et d'un autre côté, moi je pense vraiment qu'il faut faire confiance aux employés sur comment ils organisent leur temps de travail, même si potentiellement vous n'avez pas la main là-dessus, et je peux comprendre. Si tout ça vous a plu, bon, on embauche, c'est sans le dire. Vous pouvez aller sur notre page avec grand plaisir. Une autre information est aussi que je fais partie du réseau YESO qui a été présenté avant. Je trouve ça génial. Je pense qu'on a besoin de plus de femmes dans l'informatique et de rôle modèle. Et c'est aussi ce qui, moi, m'a poussé à commencer à faire des confs. J'espère que vous a plu. J'espère qu'on a eu le temps pour les questions. J'espère qu'il y a des gens qui veulent une super marmotte chez eux. Merci beaucoup. C'est toujours le même.